Actuaria. Éclairer les risques, tracer l'avenir. Un podcast proposé par l'Institut des actuaires. Licence qui flambe, montée de versions imposées, pénurie de compétences, de plus en plus d'acteurs revoient leurs outils de modélisation et de traitement des données. SAS, MATLAB, Prophet, ces solutions historiques sont parfois devenues des freins. Alors on parle migration, open source, Python, R, mais aussi gouvernance, qualité des modèles, documentation. Et dans tout ça, l'actuaire n'est plus un simple utilisateur, il devient un acteur clé de la transformation. Et ça change tout, car ce mouvement technique et stratégique peut aussi redonner de l'attractivité à la profession. Le métier d'actuaire attire désormais des profils plus hybrides, plus tech, plus curieux. Je suis Grégoire Tournon et pour parler, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Laurin, co-responsable de l'actuariat chez AVB. Nicolas, bonjour et bienvenue à la Maison des Actuaires à Paris. Bonjour à tous, je suis Nicolas Laurin, je suis actuaire de l'Institut des actuaires. J'ai une double formation à la fois en ingénierie à l'école CY Tech, anciennement l'EISTI à Cergy, et un diplôme en actuariat de l'Université de Paris-Dauphine. Ça fait à peu près 10 ans que je fais du conseil en actuariat. Et pourquoi parler de transformation ? Je vous parle aujourd'hui de transformation des modèles de projection parce qu'actuellement de nombreux clients se posent des questions sur ce sujet et entament des projets de migration. Pourquoi voit-on de plus en plus d'entreprises remettre en question leurs outils de modélisation et de traitement de données, les outils des actuaires ? Oui, les outils des actuaires, comme vous dites, ont été conçus il y a de nombreuses années. On en a notamment qui ont été créés il y a plus de 10 ans pour les besoins notamment de solvabilité 2. Donc ils ont été créés dans un contexte où la puissance de calcul était différente, où les outils, les pratiques étaient différentes. Et aujourd'hui, du coup, on observe un petit peu une obsolescence de ces modèles et potentiellement un manque aussi de ressources puisque c'est pas les outils qu'on apprend forcément à l'école, les langages de développement qu'on apprend à l'école. Il y a aussi un sujet de hausse des coûts. Oui, il y a certains acteurs qui, parce qu'ils arrêtent de supporter certaines versions et donc poussent à migrer vers une nouvelle version, ça peut engendrer des hausses des coûts de licence et donc un intérêt aussi potentiellement économique à lancer ce type de projet. Une perte progressive de la maîtrise ? Exactement, puisque les modèles ont été créés il y a longtemps, les nouvelles ressources qui arrivent dans l'entreprise n'ont pas forcément toute l'expérience sur le modèle, donc on a un petit peu de dette technique qui fait qu'aujourd'hui faire une modification dans ces modèles de projection n'est pas forcément aisé. Et en plus, on a une intégration au sein de l'écosystème IT, l'ensemble des outils IT de l'entreprise qui est pas forcément bonne, où on a de nombreuses ruptures de chaîne avec des traitements manuels entre les outils qui engendrent du risque opérationnel. Et il y a aussi une question de conjoncture. En ce moment, il y a une accalmie réglementaire. Oui, on a connu des années assez chargées avec l'entrée en vigueur de Solvabilité 2, la mise en place d'IFRS 17, etc. C'était vraiment des gros projets qui prenaient beaucoup de temps aux études, aux équipes actuariat et notamment sur des sujets d'évolution de modèles. Et donc aujourd'hui, on a un peu plus de temps parce qu'on n'a pas de grosses réformes en cours sur ces volets. On a un peu plus de temps pour se poser et réfléchir à nos outils du quotidien. Alors c'est pas uniquement un enjeu économique ou un sujet de souveraineté, d'agilité, de ressources humaines ? C'est vraiment ça, se doter des outils les plus agiles et les plus performants pour piloter l'entreprise. Quelles questions se posent les acteurs sur ces sujets de migration, les réflexions, les outils ? Les acteurs vont chercher à créer des solutions sur mesure qui sont vraiment intégrées dans leur chaîne d'outils pour éviter justement ces ruptures de chaîne. On va chercher également en même temps à se réapproprier le modèle, à repenser peut-être ce qui est fait dedans, mais vraiment pour que les équipes actuellement en place soient vraiment à l'aise avec le fonctionnement et soient en mesure de l'expliquer, soient en mesure de comprendre ce qui s'y passe et donc d'être beaucoup plus à l'aise avec les résultats qui en sortent. Il y a aussi une maîtrise du coup ? Tout à fait. On va pouvoir, à l'occasion de ces projets, revoir le coût global de notre solution, potentiellement renégocier avec certains fournisseurs, tout ça de manière à maîtriser nos dépenses de modélisation, même si c'est pas uniquement un sujet économique. Alors on parle de plus en plus d'open source. Est-ce que ces langages Python, R représentent aujourd'hui une alternative crédible aux solutions utilisées actuellement ? Oui, les langages dont on parle, quand on parle de Python, quand on parle de R, ce sont des langages mûrs, des langages qui existent dans des versions stables, qui présentent pas de bugs de fonctionnement et qui en plus bénéficient d'une grande communauté de développeurs. Grande communauté de développeurs, ça veut dire qu'on a ainsi un écosystème assez actif et qui va donc exister de nombreux packages, c'est-à-dire des briques logicielles
qui permettent de réaliser certaines fonctionnalités sans avoir à les redévelopper. Donc c'est un gain de temps pour mettre en place une solution. En plus de ça, depuis la mise en place des premiers modèles, on a eu toute la technologie cloud qui nous permet d'avoir des machines de calcul un petit peu sur demande, là où avant on était obligé d'acheter les machines pour installer notre logiciel dessus, lancer les calculs. Aujourd'hui, on est en mesure de louer une machine même pour 1 heure de calcul. Quand on parle de Python, c'est du code, simplement du code ? C'est vrai que c'est un peu ce qui peut faire peur au premier abord. C'est que quand on parle de Python, on parle vraiment du langage de programmation, et donc les gens visualisent un terminal avec des lignes de commande, etc. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de réussir à développer une vraie application, je dirais, avec, si je veux un peu schématiser ce qui se passe, avec un bouton play pour lancer les calculs sur l'écran d'ordinateur de l'utilisateur, et pas un terminal où il doit lancer une commande. Mais aujourd'hui, on a justement des solutions qui nous permettent de déployer par exemple du code Python à l'échelle au sein d'une entreprise. Est-ce que vous pouvez nous partager un exemple de migration réussie ou en cours, et qu'est-ce qu'on peut en retenir ? Aujourd'hui, il y a déjà de nombreux acteurs qui utilisent des modèles de projection développés en interne, mais sur des plateformes propriétaires qui ne sont pas dédiées à l'actuariat. Mais par contre, on a des acteurs qui ont vraiment développé des solutions complètes en interne. Je pense notamment à un grand bancassureur français qui a développé en C# en interne toute une plateforme calculatoire qui contient à la fois les modèles de projection, c'est-à-dire vraiment les règles de calcul pour faire tous nos calculs actuariels, mais également tout l'aspect interface avec des interfaces web assez simples pour paramétrer, lancer des runs, les ordonnancer, etc. Quelle est la place de l'actuaire dans ces migrations ? Utilisateur, copilote, garant de la qualité, développeur ? L'actuaire, il est avant tout utilisateur de ces modèles de projection. Il les utilise au quotidien pour réaliser des études, pour faire ses calculs solvabilité 2 ou IFRS 17, etc. Mais il va également intervenir dans les spécifications pour, si on veut implémenter une nouvelle fonctionnalité, un nouveau comportement des assurés ou de la compagnie. Il va venir rédiger des spécifications qui expliquent comment doit fonctionner cette fonctionnalité. Mais on a également l'actuaire développeur chez de nombreux acteurs de l'assurance. Ces modèles de projection sont maintenus par des actuaires plus que des développeurs. Et donc, il faut un petit peu maîtriser cette double compétence métier. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Comment on cherche à le faire ? Et également l'aspect IT avec vraiment le développement du modèle. Donc, ils sont vraiment au cœur du sujet. Il va devoir parler avec la DSI ? Exactement, il va devoir également se mettre en discussion avec la DSI pour évoquer tous les aspects architecture, quel outil on va utiliser, comment est-ce qu'on sécurise nos processus de livraison, le versionning des outils, comment est-ce qu'on priorise, comment est-ce qu'on parallélise les différents runs, etc. Qu'est-ce que cela change pour les actuaires de demain ? Quelles compétences ou postures devront-ils renforcer pour être utiles dans ces contextes de transformation ? L'objectif de tous ces projets, c'est de transformer du temps de run, de paramétrage, du temps un peu manuel où l'actuaire est pas vraiment... il produit, mais des choses qui sont pas vraiment intéressantes. Il va paramétrer des runs, les lancer, etc. C'est pas ce pourquoi il fait ce métier. Mais par contre, ça va lui permettre de dégager du temps pour l'analyse. Mais il doit quand même rester capable de comprendre le code du modèle, c'est-à-dire les règles, le fonctionnement du modèle, le fonctionnement des calculs, afin d'être en mesure de comprendre bien ce qui s'y passe et éventuellement d'accompagner les développeurs dans l'explication d'un problème, dans le débogage, etc. Ça va venir donc, cette compétence un peu développement, elle va venir renforcer son expertise mathématique assurance que peuvent avoir les actuaires. Et à ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas actuaires, mais qui savent coder, qu'est-ce que vous leur diriez ? Que les outils actuariels, c'est un super sujet pour entrer dans le monde de l'actuariat et donc ainsi potentiellement un jour obtenir le titre d'actuaire. Merci beaucoup Nicolas. Merci. On l'a vu, migrer ces outils, ce n'est pas qu'un projet technique, c'est un choix stratégique avec de vrais impacts sur la maîtrise actuarielle, les compétences à mobiliser et la capacité à faire évoluer les modèles en toute confiance. Notre expert du jour était Nicolas Laurin, co-responsable de l'actuariat chez AVB. Je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro des Voix de l'actuariat. En attendant, je vous invite à retrouver l'ensemble de la collection sur toutes les plateformes de podcast. Les Voix de l'actuariat. Éclairer les risques, tracer
Tracer l'avenir. Un podcast proposé par l'Institut des Actuaires.